Bonjour à tous, je suis Zoltan et bienvenue dans ce nouveau top 5. Je vous remercie énormément de tous vos retours sur l'épisode précédent, vous m'avez donné énormément de suggestions. Franchement, on a de quoi s'éclater pendant ce confinement. Écoutez l'épisode du jour, vous avez vu sur la miniature, on va parler des 5 meilleurs films coréens. Alors c'est une catégorie qui m'a été pas mal demandée, donc je vais faire un petit merci à tous ceux qui me l'ont demandé. Donc sur Insta, il y avait Guillaume Petit96 qui me l'a demandé, merci. Sur YouTube, il y a Croco qui me l'a demandé, mais il m'a demandé un top 10, mais non, le principe c'est de faire juste un top 5. Durand Gaëtan aussi, merci de me l'avoir demandé. Le Cinoche pour les nuls, merci. Et merci évidemment à tous les autres qui ont proposé d'autres tops que je ferai par la suite. Voilà, vous m'avez donné vraiment plein d'idées, ça va être génial. Donc, top 5 des meilleurs films coréens. Alors, le cinéma coréen, depuis 20 ans, c'est quasiment un des meilleurs cinémas de la planète, il n'y a pas à chier. Franchement, ça a sorti des grands réalisateurs. Hein. Voilà, on a parlé de Bong Joon-ho cette année parce qu'il a gagné l'Oscar avec un film qui n'est pas en langue anglaise. C'était la première fois que ça arrivait. Non, il y avait The Artist, mais il était un peu en langue anglaise, à la fois il était muet. Mais voilà, c'était vraiment la première fois qu'un film purement dans une autre langue gagnait l'Oscar, donc c'était pas rien. C'est vraiment la reconnaissance de ce cinéma coréen qui, quand même, depuis, comme je le disais, le début des années 2000 et la nouvelle vague coréenne, a proposé d'excellents films portés par d'excellents réalisateurs. Écoutez, j'en ai vu beaucoup, et je vais pouvoir vous délivrer quels sont les 5 meilleurs films coréens de tous les temps. Alors évidemment, c'est un top totalement subjectif, je le précise à chaque fois, mais c'est important, et n'hésitez pas à me faire part, vous, de votre top 5 des meilleurs films coréens de tous les temps, parce que là, je vais vous donner le mien. Mais je considère que c'est un peu la vérité quand même. C'est une vanne pour ceux qui auraient perdu le deuxième degré à force d'être enfermés. Alors, numéro 5, écoutez, c'est un film du réalisateur du Dernier Train pour Busan, mais c'est pas le Dernier Train pour Busan, qui est pas un film que je trouve extraordinaire. Par contre, son film d'avant, qui est un film d'animation qui s'appelle The Fake, ça, je trouvais ça franchement charmé. Donc, The Fake, réalisé par Sang-ho Yeon, est un film qui raconte l'histoire dans une petite ville coréenne qui est plus ou moins en train d'être racheté, évacué parce qu'ils sont en train de construire un barrage. Et il va y avoir un mec qui va décider d'ouvrir une église, ou en tout cas d'apporter une église dans la région pour en fait plus ou moins escroquer ses habitants. Et la seule personne qui va se rendre compte de ça, c'est un mec qui revient et qui est un mec violent, un peu un ivrogne, un mec que personne prend au sérieux. Et donc il va se battre contre toute la ville pour essayer de dévoiler cette espèce de supercherie qui est en train d'avoir lieu et de leur faire réaliser que tout ce village est en train d'être escroqué en fait. Alors c'est un film qui est ultra rude, franchement c'est déprimant comme pas permis, mais c'est aussi ultra fort. Déjà j'aime beaucoup l'animation quand ils font des choses réalistes, c'est quelque chose qu'on voit pas tant que ça, et là vraiment c'est le cas, c'est-à-dire qu'on est dans une ambiance poisseuse, une ambiance un peu cradoc, et l'animation arrive très bien à rendre ce côté-là, ce côté un peu malsain qui est partout, et notamment par les personnages, quoi, ce personnage principal qui est cette espèce j'arriverai pas, j'ai pas envie de dire que c'est un clodo parce qu'il a une famille et une fille, mais c'est vraiment cette espèce de détraqué, et la manière dont il est dessiné, tout ça, tu le détestes de base, quoi, mais pour le coup, c'est ton protagoniste. Et je pense que le dessin aide à rendre ça un peu plus acceptable, en fait, parce qu'il y a une forme de distanciation qui se crée, mais bon, au final, on est quand même dans une forme de réalité. Et bon, pour clore cette parenthèse sur l'animation, je trouve que l'animation est très belle et très à propos pour ce film, en tout cas. Et alors, c'est un film que je trouve assez fascinant parce que, déjà, on suit un anti-héros, mais total. J'ai jamais autant détesté le personnage principal d'un film que dans ce film-là. Mais à la fois, il est tellement en train de se battre contre quelque chose d'ignoble aussi, que même si tu le hais, tu peux pas être contre ce qu'il essaye de faire. Mais la manière dont il le fait, c'est affreux. Donc en fait, t'es tiraillé par ce monde qui est juste rempli de gens que tu détestes, quoi. Mais qui, quand même, arrive à dérouler une intrigue qui reste ultra fascinante. Parce que moi, j'adore les films d'escroquerie, enfin, ce rapport à l'escroquerie. Et là, d'avoir un mec qui crée une église et qui prend un prêtre et qui le fait passer pour un super prêtre qui va les sauver, qui vend de l'eau, et qui prend des comédiens pour jouer des miraculés, et qui est là à essayer d'escroquer des petits gens qui ont déjà plus grand chose dans leur poche, et qui en fait il va leur choper les derniers euros qu'ils vont avoir, enfin les dernières monnaies coréennes, je sais toujours pas ce que c'est cette monnaie d'ailleurs. Ça fait vraiment de lui une sur-ordure, quoi, c'est vraiment une grosse ordure, et le fait que le mec qui lutte contre ça, c'est un mec ignoblissime. Genre la première séquence, il prend toutes les économies de sa fille qu'elle avait prévues pour aller à l'université, et il les dépense dans de la bière, quoi, enfin c'est vraiment une sous-merde, quoi. Et c'est assez particulier, quoi, parce que tu finis par prendre le parti d'un mec que tu hais au départ, mais que tu vas détester tout le long.
mais mine de rien, t'as quand même envie qu'ils réussissent à dévoiler un peu le poteau rose, quoi. C'est un film qui est finalement très fort sur ce rapport au fanatisme, ce rapport à la manipulation mentale, au lavage de cerveau un peu, et en fait à la perte d'espoir, et à comment t'exploites les gens qui ont plus d'espoir, comment tu les manipules pour faire en sorte d'en tirer toujours plus, et fondamentalement, c'est ça qui est affreux, c'est qu'on est dans un film où tout est détourné pour réussir à perpétrer cette espèce d'illusion affreuse de fausse religion. Et moi qui n'aime pas trop la religion, c'est quelque chose qui me parle, mais surtout la manière dont c'est fait, c'est assez dingue, parce que ça va très très loin, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui y meurent, et la manière dont ils meurent, on arrive à récupérer ça, en fait. C'est une forme de récupération permanente qui est fait par ce bonimenteur qui manipule l'église, là. Et c'est vraiment immoral au possible. Et à la fois, c'est fascinant parce que tu comprends que ça pourrait exister et que ça existe. Et qu'il y a des gens qui sont assez faibles pour se faire berner par ça. Et qui veulent vraiment pas voir la vérité, même quand on leur met en pleine gueule, quoi. Et donc ce film dépeint ça. Et c'est assez poignant, c'est assez fort. C'est un film très sombre, très dark. Je vous invite pas à le regarder si vous n'êtes pas en forme. Parce que franchement, ça secoue le bide. Mais c'est un très très grand film. Donc franchement, si vous pouvez vous le procurer, découvrez-le, The Fake. Numéro 4, alors pour le coup c'est un film beaucoup plus joyeux, il a un titre français improbable, ça s'appelle Les nouilles aux haricots rouges, ou Les nouilles aux haricots noirs, en tout cas je préfère le titre anglais, qui s'appelle Castaway on the Moon, donc Naufragé sur la Lune, et c'est vraiment un film que j'aime énormément. Donc c'est un film réalisé par Hae Jung Lee, je pense que je prononce bien, et qui est un film qui pour le coup, dans cette période de confinement, peut vous parler parce que l'histoire a quelques parallèles avec ce qu'on vit, mais d'une manière très humaniste et finalement très positive. L'histoire, je me souviens plus du nom du personnage, mais en 2 mots, c'est un mec qui est ruiné, un jeune gars, un mec qui a genre la trentaine, qui est ruiné et qui va se suicider. Donc il va sur le pont qui est dans sa ville et il se jette du pont. Et le problème, c'est qu'il tombe pas au milieu du fleuve, ou voilà, il tombe au milieu d'une île déserte qui est au milieu de la ville. Et donc il est bloqué, il sait pas vraiment nager, il peut pas remonter sur le pont d'où il vient parce que c'était un très haut pont. Et voilà, il se retrouve comme un con, tout seul sur cette île. Il essaye de se suicider, mais finalement, il le fait pas. Et il va se mettre à survivre sur cette île comme un Robinson Crusoe, quoi. Et donc, il devient Robinson Crusoe, mais au milieu de la ville. C'est-à-dire qu'il est entouré de la ville, les gens continuent à vivre, la ville continue de vivre, mais personne vient le secourir, il est seul comme un con. Et il est finalement naufragé au milieu de la civilisation. Et ce qui est génial, c'est que le film raconte justement comment, en te coupant de toutes les pressions que tu avais précédemment, quoi, les choses qui l'ont poussé à vouloir se suicider, en restant seul sur cette île à devoir reconnecter avec la nature, réapprendre à comment tu te nourris dans ces cas-là, comment tu cultives de la nourriture, comment tu traites tes besoins, voilà, comment tu vis en fait seul sur une île déserte, comment tu reprends goût à la vie et tous les problèmes que tu avais précédemment finalement, ils disparaissent totalement, quoi. Alors que tu as d'autres problèmes, tu as le fait de devoir survivre, de devoir te nourrir, mais tu n'as plus du tout ce rapport à l'économie, à la finance, au fait d'avoir un salaire, tous ces problèmes qu'on a actuellement qui sont pas du tout ses préoccupations seul sur son île, quoi. Donc évidemment c'est un film qui est très fort, qui m'a beaucoup fait réfléchir à une certaine période de ma vie justement sur qu'est-ce que c'est que vivre en fait. Est-ce que c'est de jouer le jeu de notre industrie du marché et de notre vie de société, ou est-ce qu'il y a d'autres manières de vivre, peut-être un peu plus paisibles, harmonieuses, et qui te créent moins de stress. C'est un film qui parle de ça et qui est assez fort sur son propos. Il y a une histoire parallèle à ça, parce qu'il y a une histoire d'amour qui est développée tout le film. On va suivre un autre personnage qui est quelqu'un qui sort pas du tout de chez elle. C'est une fille et elle a une espèce de problème avec... comme si elle était ultra agoraphobe, elle veut pas sortir, elle veut pas côtoyer les gens, elle fait que des choses sur internet. Et bon, c'est une partie qui me parle un peu moins, mais la connexion qu'elle a avec le mec qui est sur l'île est assez forte. Et finalement, voilà, c'est pas anodin que ce soit là, et ça équilibre le film, ça lui donne vraiment un vrai point de bascule, et ça l'enrichit parce que ça raconte 2 histoires de gens qui sont finalement isolés, mais de 2 manières totalement différentes. Et encore une fois, les histoires de gens isolés en ce moment, c'est plutôt à propos. C'est un super film qui est très humain, qui est rempli d'ondes ultra positives, qui t'envoie un message sur la vie qui est assez fort. Le principe du titre français, c'est quand le personnage a une obsession, il veut absolument réussir à manger des nouilles qu'il aime. Et le problème, c'est qu'il est tout seul sur son île, donc ça va devenir son objectif. Voilà, c'est comme ça qu'il va réussir à prendre goût à la vie, c'est d'aller au bout de ce délire-là. Je vous le dis pas s'il y arrive ou pas, mais en tout cas, c'est assez fort. Et il y a une fin de ce film qui est dévastatrice. Franchement, la fin du film est très très forte aussi.
Et ça fait mal, ça fait vraiment réfléchir, c'est pas rien du tout. C'est un film qui m'a énormément marqué, que j'aime beaucoup revoir et que je vous invite vraiment à découvrir dans cette période-là parce qu'il vous fera probablement du bien. Bon, là on était sur 2 films un peu moins connus du grand public, on va rentrer sur les grands classiques, quoi. Numéro 3, The Chaser. Donc c'est réalisé par Ing Ji-na, qui est un réalisateur qui a fait d'autres films depuis, qui a fait The Murderer et qui a fait récemment The Strangers, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps non plus, et qui vaut aussi son petit pesant de cacahuètes, surtout dans le côté horrifique. Waouh, ça fait bien flipper. Mais mon préféré de ce réal, c'est donc The Chaser, qui est le premier film que j'ai découvert de lui, et qui m'a vraiment foutu une énorme claque. L'histoire de The Chaser, c'est l'histoire d'une prostituée qui se fait kidnapper par un espèce de tueur en série ultra sadique, et son Mac va réussir à la retrouver. Il va potentiellement mettre la main sur le mec en question, mais le problème c'est que vu que c'est un Mac et que c'est pas un enquêteur de police, il n'arrive pas nécessairement à faire en sorte que le mec se retrouve en prison. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, je vous en dis pas plus, mais on est en fait sur un proxénète qui enquête et qui essaye de faire, de sauver sa prostituée, qui elle, pendant qu'elle est enfermée, essaye de s'évader. C'est un film qui est ultra viscéral. Il y a une course-poursuite à pied dans les rues de la ville en question. Je sais pas si c'est Séoul, je connais pas du tout la Corée, qui est génial. Franchement, c'est une des meilleures courses-poursuites à pied de l'histoire du cinéma. Je la trouve dingue. Alors, on est dans ces petites rues limbératiques et ça arrête pas et c'est ultra prenant. C'est un film qui est d'une noirceur mais abyssale. Je veux dire, le personnage qui joue le tueur en série, il est horriblissime. C'est vraiment le pire des mecs. Et t'es vraiment en haleine tout le long avec cette prostituée qui essaie de s'échapper. C'est un film qui est affreux. Enfin, je veux dire, voilà, qui est affreux parce que, en fait, c'est vraiment... Moi, je vous parle de mon expérience quand je l'ai découvert. Je me suis dit... C'est la première fois que j'ai compris qu'en fait... Enfin, non, j'en parlerai un peu après, la première fois, mon lien avec les films coréens. Mais en tout cas, avec The Chaser, c'est une des fois où je me suis dit, ah ouais, il n'y a que les Coréens qui auraient été capables de faire ça, quoi. Enfin, vraiment, là, je vois pas quelle autre industrie cinématographique aurait été capable d'aller à ce point-là dans ce délire sadique qui est présenté dans ce film. Et c'est affreux, mais à la fois, c'est ça qui est hyper fort, c'est que t'en ressors pas indemne, très très loin de là, t'en ressors pas indemne. Alors il y a vraiment des parallèles que je peux faire avec un film qui s'appelle I Saw the Devil, qui est réalisé pour le coup pas du tout par ce mec-là. Kim Ji-woong, en plus je l'ai vu en vrai. Voilà, donc ça ressemble un peu à I Saw the Devil, il y a un peu cette vibe qui est là. Mais je préfère The Chaser à I Saw the Devil parce que je m'attache plus au personnage principal. Le fait que ce soit un peu plus un anti-héros, ça me parle aussi. C'est vraiment un mec qui est pas forcément un mec mauvais, mais qui est quelqu'un qui est considéré comme une merde par les gens qui le côtoient, parce que voilà, c'est un proxénète, mais qui pour le coup a un code de l'honneur et surtout qui a vraiment envie de sauver sa pute, quoi. Et c'est assez poignant. Donc c'est un grand film bien dark, mais un grand film quand même. Et je vous le recommande, mais plus que fortement. Et je fais un petit aparté sur Kim Ji-woong avant de commencer le 2 et le 1. C'est un réalisateur que j'aime pas nécessairement énormément, en fait. C'est pas mon réalisateur coréen préféré du tout. Donc même s'il a fait des grands films, Edge of Shadow, c'est un grand film qui est quand même vraiment pas mal. En effet, I Saw the Devil, c'est très bien. Et je suis pas un grand client, donc il sera pas dans ce top. Je suis navré pour tous les fans de ce réal. Compliqué de faire 5 films coréens, ils en ont fait tellement des bons que c'est compliqué d'en garder que 5, quoi. Et donc on arrive au numéro 2. Le numéro 2, pour le coup, ça a été ma première grosse claque que j'ai prise avec le cinéma coréen. C'est le premier grand film coréen que j'ai découvert. Il a changé ma vision du cinéma. C'est un film que j'ai vu pas nécessairement énormément de fois, mais qui m'a toujours marqué énormément à chaque fois que je l'ai vu. C'est Old Boy de Park Chan-wook. Eh oui, Old Boy donc de Park Chan-wook. Je l'avais pas très bien prononcé la fois d'avant. C'est un grand film. C'est un film qui est énorme. Donc c'est sur un high concept. Le principe, c'est un mec qui se fait kidnapper et qu'on enferme dans une pièce avec une télé pendant je sais plus combien d'années, quasiment 15 ans, un truc comme ça, et qui finit par réussir à s'échapper. Et c'est un film qui est énorme de noirceur. Encore une fois, les Coréens peuvent être très très dark, mais qui est surtout, comme je disais, c'est la première fois que j'étais côtoyé à ce cinéma-là et j'ai découvert une manière de percevoir le monde qui était totalement, pour moi, inconnue à l'époque, quoi. Enfin, je veux dire, ce film, c'est d'un sadisme. J'ai jamais vu un truc aussi sadique que Old Boy, quoi. Ça m'a marqué à vie. C'est totalement barré. Je veux dire, si vous aimez les gens qui ont des plans machiavéliques, mais alors là, vous allez en prendre pour votre grade. Je pense que c'est le plan machiavélique le plus impressionnant et le plus affreux de l'histoire du cinéma. En tout cas, le plus sadique, c'est sûr. Voilà, c'est un film qui est dantesque, qui est ultra viscéral, encore une fois. Il y a des moments de cinéma qui sont dantesques. Je pense notamment à cette baston dans le couloir, qui est un énorme moment de bagarre au cinéma. Je veux dire, ce plan séquence latéral où le personnage a un marteau et se défait de je sais plus combien d'assaillants. Enfin, c'est un truc qui est énormissime, quoi. Je veux
La première fois que j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je me suis dit, oh, putain, c'est possible de filmer les choses comme ça, de mettre une scène d'action comme ça, quoi, d'être aussi élégant et à la fois poignant et viscéral sur un mec qui défonce des gars avec un couteau, avec un marteau, quoi. Donc voilà, c'est un film énorme, un film à rebondissement, une histoire d'amour, un film qui te retourne le bide et retourne la gueule. Ça te surprend, tu sais pas où tu vas et à la fois t'es en cohésion totale avec ce personnage qui est totalement paumé et qui a deux doigts de la folie et tu t'es un peu fou comme lui. Tout ça est très bien retranscrit, c'est réalisé de main de maître. Enfin, voilà, c'est un très très grand film. Pour moi, c'est clairement le chef-d'œuvre de Park Chan-wook, même s'il a fait des films énormes après. Hein, je veux dire, il a fait Mademoiselle, il a fait Thirst. J'aime pas trop ce film pour le coup sur le sang. Mais voilà, c'est un grand réalisateur, il n'y a pas photo. Et pour moi, Oldboy restera son chef-d'œuvre. Franchement, c'est grandiose de chez grandiose. Même si ça fait pas rire du tout, mais pour le coup, ça reste une bombe atomique, quoi. Et le numéro 1, vous l'attendez tous, écoutez, c'est un film de Bong Joon-ho. Et oui, Bong Joon-ho, voilà, hein, je pense que c'est quand même le plus grand réalisateur sud-coréen, si ce n'est le plus grand réalisateur actuel, vivant. Franchement, c'est tellement un grand, ce mec. Et c'est Memories of Murder. Eh oui, non, c'est pas Parasite, je suis désolé, je fais pas partie des gens qui adorent Parasite plus que ça. Je trouve que c'est un excellent film, mais il rentre pas dans mon top 5 pour moi. Et ouais, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Par contre, Memories of Murder, ouais, pour moi, c'est un des meilleurs films de tous les temps. Déjà, c'est pour moi le meilleur thriller qui existe. Je veux dire, pour moi, c'est au-dessus de Seven, c'est au-dessus du Silence des Agneaux, de Zodiac, enfin, de n'importe quel thriller que vous pouvez me fournir. C'est le meilleur que j'ai vu, c'est Memories of Murder. Donc l'histoire de Memories of Murder, elle est plutôt simple sur le papier. Hein. C'est, il y a une vague de crime qui est une histoire vraie apparemment en Corée, une vague de crime qui se passe dans une petite ville de campagne, voilà. Et il y a un policier de la ville qui vient enquêter. Et donc on va se retrouver avec un binôme de policiers, le mec de la campagne et le mec de la ville qui vont devoir enquêter ensemble sur ces espèces sur ce tueur en série. Et c'est un film qui est extraordinaire. Je veux dire, je pense que c'est le film parfait par excellence. En termes de thriller, j'ai jamais eu un film qui m'a fait autant cet effet, d'être investi dans une enquête, de vouloir à tout prix savoir qui c'est, mais à la fois de délivrer un C de réponse et à la fois pas un C. Enfin, c'est le degré parfait. Tu vois, t'es juste perdu comme il faut. Je veux pas trop en dire, c'est pas forcément un film à twist et tout en plus, mais je veux pas trop en dire, mais la manière dont l'enquête est gérée, la manière dont t'as des infos, dont tu suspectes les gens et tout, c'est le firmament de ce qu'on peut écrire en termes de thriller. Je veux dire, c'est parfait. La manière dont c'est déroulé, c'est parfait. La dynamique entre les deux flics, elle est ultra forte. Voilà, le fait d'avoir cette espèce de flic bouseux ultra basique qui a à la fois à son espèce d'instinct, voilà, cette espèce d'instinct cartésien de mec de la campagne et qui doit avoir cette espèce de flic de la ville qui se croit meilleur que tout le monde, qui a des techniques un peu modernes mais qui à la fois est pas forcément un meilleur enquêteur, et d'avoir cette espèce de dynamique entre les deux qui se détestent au début, qui finissent par s'apprécier. C'est un film là-dessus, ça fait tout le film, quoi. Je veux dire, elle est ultra forte cette dynamique, elle est ultra profonde sur ce que ça raconte aussi justement du rapport de classe, de ce rapport entre la ville et la campagne. C'est filmé avec une élégance mais impressionnante. Je veux dire, voilà, toutes les séquences sont parfaites. Le découpage, il est totalement dingue. Il y a des plans séquences qui sont fixes où il n'y a pas besoin de faire grand chose, c'est juste les personnages qui bougent dans le cadre et c'est du velours. Voilà, enfin franchement c'est un film que je trouve parfait, mais parfait, voilà, je le trouve parfait. Et c'est probablement un des films qui a le plan de fin le plus puissant pour moi de l'histoire du cinéma, quasiment. Voilà, ce plan de fin, il est dingue parce que d'un coup, il casse l'écran, en fait, il passe au-delà de l'écran et il raconte quelque chose sur le spectateur, sur qui t'es toi en tant que spectateur. Bon, ça parle moins des Européens comme nous, parce qu'on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu en Corée à l'époque du film, enfin, ce fait divers. Mais je veux dire, quand tu comprends le message derrière ce plan de fin, c'est aberrant, en fait, le message qu'il a derrière. Il est dingue, il est génialissime, il est fou, parce que ça te remet en question tous les gens qui t'entoure, toute ta société. C'est un espèce de postulat sur le mal qui est totalement flippant et que je trouve hallucinant. Donc franchement, c'est un film que je trouve parfait, extraordinaire, je l'ai déjà dit. C'est un chef-d'œuvre total. C'est le plus grand film pour moi de Bong Joon-ho à l'heure actuelle. C'est le plus grand film coréen de tous les temps. C'est le plus grand thriller de tous les temps. C'est un de mes films préférés. Voilà, c'est une bombe atomique, encore une fois, je crois que j'ai déjà dit ça, mais là c'est vraiment la plus grosse bombe atomique filmique qui existe en Corée, quoi. Ah là, ça m'a donné envie de le revoir, encore une fois, il est tellement parfait. C'est un des rares films, je l'ai fini, je l'ai revu dans la foulée, je l'ai remis direct.
parce que ça m'avait tellement fasciné, je me suis tellement pris une claque, j'étais tellement en mode genre what, qu'est-ce que je viens de voir, qu'il faut que je me le suis fait, mais 2 fois d'affilée, boum boum. Et ça c'est hyper rare, hein. Quand ça m'arrive, c'est vraiment que le film est marquant, quoi. Et en plus, c'est un des grands rôles de Sang Kong-ho, l'acteur un peu fétiche de Bong Joon-ho. Voilà, donc il est parfait aussi dans ce film, hein. Tous les acteurs sont parfaits, mais c'est vrai que Sang Kong-ho, c'est un acteur que je trouve extraordinaire, et là, dans Memories of Murder, il est extraordinaire, au même titre qu'il l'est à chaque fois qu'il bosse pour Bong Joon-ho. Donc voilà, et bah écoutez, c'était tout pour mon top des 5 meilleurs films coréens. N'hésitez pas à me dire quel est votre top à vous. Là, je pense que Parasite va être cité dans quasiment tous les autres tops, c'est normal, c'est un excellent film, mais il me parle moins que les 5 films que je vous ai présentés dans ce top. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire des propositions de top 5, hein, voilà. Ceux qui auront le plus de pouces vers le haut, eh ben, ce sera probablement ceux que je choisirai. Après, il y a des fois des très bonnes idées, donc je vais aller choper les très bonnes idées quand je les trouve. Bah voilà, on va aller au rythme d'un top 5 tous les 2 jours ou tous les jours, en fonction de ma motivation et du temps que j'ai pour préparer mes top 5, parce que mine de rien, ça me fait quand même voir des films, hein. Il y a certains top 5, je suis obligé de pouvoir avoir plusieurs films pour pouvoir les refaire, parce que j'ai pas vu tous les films de la planète, et quand on me propose par exemple le top 5 des meilleurs films de la Seconde Guerre mondiale, j'ai quelques films à rattraper avant de pouvoir le faire, quoi. Je vais pas faire mon top 5 avant d'avoir vu certains films. Eh oui, donc voilà, il y a un peu de recherche, évidemment, mais en tout cas c'est un grand plaisir d'animer cette émission. On se retrouve très vite pour un prochain, ou pour une prochaine émission, et d'ici là, bon confinement.